Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MLB. On va discuter baseball aujourd'hui sur The Free Agent avec Nicolas. Comment tu vas, Nicolas? Ça va très bien, merci Charles. Salut tout le monde. On reprend nos habitudes. On reprend le podcast MLB parce que c'est le dernier sport en plus qui reste, puisque tout le reste est en vacances. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la MLB, c'est le baseball. Et aujourd'hui, on va parler on va évoquer trois sujets avec vous. D'abord, l'actu de la semaine, à savoir la trade deadline. On va parler un petit peu des différentes rumeurs, tout ça, qui peuvent un petit peu chambouler la fin de saison. On vous parlera des joueurs et des franchises de la semaine qu'on a choisi, et puis on parlera d'un sujet un peu d'actu aussi, à savoir Shohei Ohtani. Donc, on débute. L'actu, c'est la trade deadline qui se termine samedi à 22h, si je ne dis pas de bêtises, Nicolas. C'est ça. Évidemment, ça va bouger. Évidemment que les franchises qui n'ont absolument plus rien à jouer vont entamer une reconstruction, à commencer, et ils ont déjà commencé, par les Cubs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les Cubs et leur star, notamment Kris Bryant? Ouais, les Cubs, là, ils ont décidé de faire un peu le ménage. Alors, Kris Bryant est sur la liste déjà depuis la trêve hivernale avant la saison. Ça avait un peu chamboulé la préparation des Cubs. Et finalement, il était resté. Et là, ça m'étonnerait fortement qu'il le conserve encore, puisqu'il va en plus être normalement agent libre. Donc, pour pouvoir récupérer au moins un peu une monnaie d'échange intéressante, il va falloir que les Cubs s'en séparent de suite, quoi. Et là-dessus, il y a deux équipes qui sont chauds sur le dossier, c'est les Mets et les Nationals aussi, qui viennent de rentrer un peu dans la course. Et bon, pour l'instant, les Mets n'osent pas vraiment faire d'offres. Je pense qu'ils vont surtout attendre la fin de la trade deadline, les dernières heures, pour pouvoir formuler une offre et essayer d'avoir un prix, une offre où ils n'auront pas besoin de laisser beaucoup de joueurs dans le trade parce que les Cubs, si vraiment ils veulent s'en séparer et récupérer une monnaie d'échange, faut qu'ils le fassent là, sinon après ils vont devoir partir gratuitement. Lui a clairement plus ou moins fait comprendre que la suite de sa carrière se passerait loin de Chicago. Donc, les Mets vont attendre le dernier moment. Et puis, les Nationals, on n'en sait pas plus. On sait juste qu'ils sont intéressés dessus. Il n'y a pas énormément d'informations supplémentaires là-dessus, mais ce sera surveillé les derniers jours. Ensuite, il y a toujours le dossier Anthony Rizzo. On ne sait pas vraiment s'ils veulent le placer sur la liste. Certains disent qu'il ferait partie des joueurs qui pourraient figurer sur cette liste de joueurs disponibles. Pour l'instant, il n'y a pas plus d'informations que ça, mais ce ne serait pas étonnant étant donné le désir des Cubs de reconstruire une équipe qui soit compétitive, parce que là, on voit cette saison, c'est un peu compliqué, même s'ils ont eu un mois de mai-juin où vraiment on a pu voir de belles choses, et puis après, ça s'est effondré du jour au lendemain. Et puis après, côté des lanceurs, Zach Davis serait sur le départ aussi. Du moins, serait placé sur la liste des joueurs disponibles. Craig Kimbrel aussi. Donc, il va falloir reconstruire aussi pour renforcer le bullpen et la rotation des lanceurs partants. Donc, c'est une reconstruction, moi, je trouve un peu risquée parce que là, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs et qui sont quand même assez importants pour l'effectif des Cubs disponibles. Donc, faut voir ce qu'ils en attendent au retour aussi et ce que peuvent formuler les équipes qui seront intéressées par ces joueurs-ci. Parce que là, ils ont quand même dit que Hendricks, lui, ne serait pas disponible.
sur la liste des joueurs pour un trade. Donc déjà, il s'assure un lanceur sûr pour la fin de saison. Maintenant, ça reste un peu flou encore. On verra vraiment dans les dernières heures. Je pense que là, on va en savoir plus. Mais je pense que l'équipe des Cubs qu'on voit maintenant, ce ne sera pas la même pour la fin de saison et après la trade deadline. Donc, à surveiller maintenant. Le plus gros dossier, ça restera Chris Bryant. Voilà, c'est le joueur voilà, qui peut apporter à n'importe quelle équipe, hein, de toute façon, que ce soit bâton ou en défense. Voilà, c'est un joueur expérimenté qui a un haut niveau. Alors bon, il s'est blessé récemment. Ça n'a pas l'air d'être handicapant pour la suite de la saison. Donc, il devrait pouvoir. Voilà, il ne devrait pas rechuter. Donc, il a rejoué depuis. Donc, non, voilà, c'est un joueur qui devrait être disponible de suite. Et donc, voilà, à voir ce que les Cubs exactement veulent faire. Et on verra tout ça d'ici la fin de la trade deadline. En effet, Chris Bryant, quand on regarde ses stats sur la saison, il est en tête en moyenne au bâton pour les Cubs avec 26,9%. Il a frappé 17 home runs, il a produit 50 points. Il a une OPS de 856 et une WAR de 2,1. Et c'est intéressant ce que tu disais, je voulais rebondir sur la partie risquée de cette reconstruction. En effet, on avait fait un article là-dessus il y a quelques temps de ça, où on expliquait que effectivement, cette reconstruction, les Cubs ne pouvaient pas se permettre une reconstruction à long terme parce qu'il y a des travaux à faire au Wrigley Field. C'est une franchise qui attire énormément de spectateurs par saison. Je crois qu'on tourne aux alentours de 3 millions. Donc, perdre Rizzo, perdre Chris Bryant, perdre Zach Davis, perdre potentiellement aussi Javier Baez, ça fait quand même beaucoup, je trouve, d'incertitude pour un avenir proche, pour une franchise qui, on le rappelle, ont gagné les World Series il y a 5 ans de ça. Et comme tu l'as dit, c'est allé très très vite pour les Cubs. Aujourd'hui, ils sont 4e de la division centrale, qui est sans doute de la National League, qui est sans doute peut-être l'une des pires, l'une des divisions les plus faibles de cette MLB. La National League East est pas mal non plus en termes de faiblesse. Mais ils étaient premiers, ils avaient 11 matchs d'avance de mémoire sur leur bilan à l'équilibre. Sur un bilan à l'équilibre. Et puis alors là, ils se retrouvent avec 50 victoires pour 51 défaites. Ils sont à 8 matchs et demi des Brewers qui sont premiers. Oui, ils sont passés en l'espace de 10 matchs, donc 15 jours, 10-15 jours. Ils sont passés de acheteurs à vendeurs dans cette trade deadline. Et c'en est presque triste pour cette franchise des Cubs. Donc, on va voir comment ça tourne, effectivement. Il y a une autre franchise qui déçoit pas mal, c'est les Yankees. Pourtant, eux, ils semblent pas trop vendeurs, ils sont plutôt acheteurs et ils ont des vues sur un joueur des Rockies. Ouais, ils ont des vues sur Trevor Story et apparemment, ils auraient formulé une offre, ils auraient mis sur la table. Alors, on n'a pas d'informations précises sur cette offre, mais voilà, on sait que c'est un joueur qui est pisté depuis un petit moment par les Yankees parce que en arrêt-court, ils ont été obligés de replacer Gleyber Torres et on a vu la saison dernière et même cette saison que en arrêt-court, c'est quand même compliqué pour lui. Donc, ils ont besoin d'un arrêt court. Clairement, avec le départ de Didier Gregorius, c'était inévitable. Ils se sont pas renforcés intersaison à ce poste-là. C'est d'ailleurs un peu incompréhensible, je trouve, parce que vraiment, la première saison en tant que shortstop de Gleyber Torres, c'est assez catastrophique, je trouve. Et ça a pas mal handicapé les Yankees, notamment face aux Rays dans les séries, dans les séries qu'ils ont perdu face aux Rays. Et donc voilà, je sais que voilà, c'est un joueur qui surveille de près depuis un moment. Faut oublier qu'il y a d'autres franchises qui sont aussi sur le coup, hein. Les Brewers, par exemple, on a même parlé à un moment donné des Mets avec la blessure de Francisco Lindor. Donc
Donc, si les Yankees veulent Trevor Story, alors ils ont la chance que ce soit un joueur qui soit disponible à un coût qui peut être raisonnable pour eux, parce qu'on sait que c'est une franchise, c'est un gros marché, les Yankees, et qu'ils auront peut-être les moyens financiers, je ne sais pas, de pouvoir garder le joueur sur du long terme. Donc, ils prendraient pas vraiment un risque parce qu'ils n'ont pas de joueurs en arrêt court de métier vraiment. Et donc, ils en ont besoin d'un et ils peuvent l'avoir à un prix assez raisonnable, je pense. Maintenant, savoir qui ce qu'ils vont inclure dans le trade, ça va être compliqué parce que entre les joueurs blessés et les joueurs qui ne sont pas au niveau, voilà, quand on voit comment l'équipe est remaniée depuis quelques temps, ça va être compliqué de se séparer de plusieurs joueurs, même si ce n'est pas des joueurs importants de l'équipe. Mais bon, ça va réduire un petit peu l'effectif. Donc, déjà que c'est un peu compliqué. On voit même qu'ils avaient été obligés de placer Tyler Wade en champ extérieur, alors que c'est un champ intérieur de base. Donc, on voit très bien que il y a un problème d'effectif avec toutes les blessures, l'absence de Judge avec le Covid, Aaron Hicks, Frazier, voilà, Andujar, c'est assez compliqué de pouvoir créer une équipe. Alors, il va falloir voir ce qu'ils vont mettre dans l'offre pour Trevor Story. Après, c'est, je pense, un choix judicieux parce que c'est un excellent joueur en arrêt court. Et puis, on sait que voilà, après le départ de Nolan Arenado des Rockies la dernière intersaison, il avait plus ou moins fait comprendre que lui aussi, il ne voulait pas s'attarder dans le Colorado et que bon, il serait à l'écoute d'une offre. Ça ne s'est pas fait pendant l'hiver, ça risque de se faire avant la trade deadline. Maintenant, les Yankees voilà, vont sûrement le faire venir avec l'idée de pouvoir le garder en suivant pour construire ce long terme. Parce qu'on sait que cette saison, pour les Yankees, jouer au mois d'octobre, série du mois d'octobre, même en wildcard, ça va être très compliqué, même quasiment impossible. Donc là, c'est vraiment une construction pour la prochaine saison. Donc moi, je pense que c'est un bon choix. Maintenant, c'est pas, les Rockies ne sont pas vraiment encore décidés à échanger Trevor Story, même s'ils ont tout intérêt à le faire parce qu'il est free agent à la fin de la saison, enfin, début 2022. Donc, pour eux, le laisser partir alors qu'ils pourraient récupérer quand même des joueurs intéressants dans le trade, je vois mal comment ils pourraient passer à côté de ça parce que bon, ils n'auraient plus personne et c'est pas une équipe qui fait voilà, qui est très active sur les marchés en temps normal, donc pour attirer des gros joueurs. Donc c'est peut-être l'occasion de s'en servir pour pouvoir récupérer un joueur de haut niveau, enfin des joueurs de classe, de grande classe. Donc à voir ce qu'ils vont faire maintenant. Les Yankees, eux, ils ont des yeux sur Trevor Story et ils vont devoir tout donner parce que voilà, les Brewers sont aussi à l'affût, les Mets aussi. Donc on verra. L'offre ne devrait pas tarder à être divulguée, je pense, dans les prochaines heures, les prochains jours. Donc on en saura un peu plus. Maintenant, on sait voilà, que l'offre a été mise sur la table et maintenant on attend de voir ce qui va se passer. Et enfin, les Phillies aussi semblent actifs et chercheraient à faire venir Craig Kimmel. Et ouais, ils ont besoin de solidifier un peu le bullpen. Et ça tombe bien parce que Craig Kimbrell pardon, est disponible. Donc, pour eux, ça tombe comme il faut. En plus, voilà, c'est une équipe qui est encore en lice pour terminer premier de sa division. Ils sont à la lutte avec les Mets. Donc, voilà, ils ont besoin de renforcer le bullpen. Et Craig Kimmel, c'est quand même voilà, c'est un joueur qui a quand même un niveau, il a déjà prouvé par le passé. Donc, je pense que c'est une opportunité pour les deux parties de réaliser un trade qui a du sens, quoi, au final. Parce que c'est un. Kimball, voilà, il jouera pas. Sa saison s'arrêtera en septembre s'il reste chez les Cubs. Alors qu'il peut avoir l'opportunité de jouer une fin de saison intéressante avec les Phillies. Donc, voilà, quand on connaît son niveau, voilà, je pense que ce serait une bonne pioche pour les Phillies. Et puis, bah, les Cubs, de toute façon, eux, on vient d'en parler. Donc, eux qui les laissent partir, ça ne m'étonnerait pas étant donné qu'ils l'ont placé sur la liste. Donc, on va voir ce que vont faire les Phillies. Pour l'instant, aucune offre n'a été
émise, mais voilà, ce serait vraiment dans les pourparlers. Et on sait qu'aussi il y a les Mets et les Braves qui seraient aussi intéressés par la venue du releveur. Donc on va voir, mais je pense que dans ce dossier-là, les Phillies tiennent vraiment la corde parce que c'est vraiment leur but ultime, c'est vraiment de se renforcer au niveau du bullpen. Et ça, ce serait une bonne pioche, je pense. Absolument. Cette trade deadline, du coup, se termine samedi soir. On vous tiendra bien entendu au courant de tous les mouvements, si mouvements il y a, bien entendu. Ça devrait bouger, je pense, quand même. Les équipes qui sont en lice pour le titre devraient s'activer. Il y a eu quelques petits mouvements, il y a quelques petits échanges. On vous les détaille aussi sur le site au fur et à mesure que nous les avons. On passe aux joueurs et franchises de la semaine. Alors, la MLB, Nicolas, a élu pour les joueurs de la semaine Kike Hernandez pour les Red Sox et Chris Taylor pour les Dodgers. Alors, petit avis perso, je suis assez d'accord. Alors, c'est dommage qu'on soit obligé de faire American League et National League parce qu'il y en a d'autres qui auraient mérité, je pense, d'avoir leur place pour ce titre. Mais pour Chris Taylor, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est plus que justifié. Ah, c'est plus que justifié, clairement. Il a fêté, on peut dire, sa première section au Star Game de la meilleure des façons maintenant, parce qu'avec cette dernière semaine, c'est assez impressionnant. C'est un peu le joueur qui a maintenu les Dodgers en vie, et notamment contre les Giants. Donc voilà, sur les 7 derniers matchs, en 29 présences au bâton, il a quand même 9 coups sûrs, 12 coups sûrs, pardon, 9 points inscrits, 5 home runs, 6 points produits. Et il a une moyenne au bâton de 41,4%, donc c'est quand même assez fou. En plus, c'est un joueur qui joue en champ-centre, mais il a été replacé en seconde base pour remplacer Corey Seager. Et puis, il s'en est très bien sorti aussi. Donc, voilà, c'est vraiment logique qu'il ait été élu homme de la semaine, joueur de la semaine de la National League. Il a été vachement précieux dans le comeback, notamment des Dodgers contre les Giants et la victoire. Parce qu'il y a, dans la 5e manche, il inscrit un home run, un solo home run, qui remet un petit peu les Dodgers dans la course. Et puis en 6e, ben, voilà, c'est un double run home run. Donc voilà, ça fait rapporter 3 points supplémentaires. Il y a la victoire à la fin. Il a enchaîné aussi ce dimanche avec un autre match avec 2 home runs inscrits dans le même match. Donc voilà, tout ça montre que voilà, il a fait vraiment une semaine extraordinaire juste après le Star Game. Donc voilà, il surfe un petit peu sur le succès de sa première sélection. Et c'est tout à fait logique qu'il soit récompensé du titre de joueur de la semaine. Absolument. Et donc, de l'autre côté, c'est Kike Hernandez, donc Enrique Hernandez des Boston Red Sox. Lui aussi, plutôt justifié pour la ligue américaine, tant les Red Sox, au final, dominent leur division et même la ligue enfin la conférence, pardon, de manière générale. Ouais, carrément. On n'arrête pas de le dire, c'est un peu la surprise de la saison, les Red Sox. Et là, voilà, ce joueur, Kike Hernandez, pareil, sort d'une semaine extraordinaire. Et en plus, il a affronté quand même des équipes. Alors, certes, les Yankees sont peut-être pas au top de leur forme cette saison, mais ça reste quand même une série face aux Yankees, c'est toujours à part. C'est Même ça. si que ce soit une des deux équipes qui soit dans le dur, ça restera toujours une série à part. Et donc, il a été super important face aux Blue Jays déjà, avant la série contre les Yankees. Et ensuite, bah voilà, sur la dernière semaine, en 25 présences au bâton, c'est 40% au bâton. C'est 4 doubles, un triple, 3 home runs. Il a été 3 fois 3 buts sur base, 9 points produits, 8 points inscrits. C'est monumental. Il a d'ailleurs, notamment sur le match de jeudi dernier contre les Yankees, où ils sont menés,
Dans la neuvième manche, il y a 2 retraits et voilà, il frappe un double qui lui permet aux Red Sox d'égaliser et ensuite il gagne le match dans la 10e manche. Donc voilà, il était super important dans cette série-là et puis voilà, il permet aux Red Sox de garder la tête de leur division de l'American East. Donc voilà, c'est l'équipe voilà, à la lutte. Bon, ils sont à la lutte avec les Rays quand même, donc ce sera assez serré jusqu'à la fin. On ne sait pas encore s'ils termineront premier de leur division, mais voilà, c'est le joueur qui a marqué un petit peu cette conférence cette semaine. Clairement, on aurait pu parler aussi notamment de Gleyber Torres, alors, qui a quand même fait une belle série face aux Red Sox et tout, mais lui, Kiki Hernandez a vraiment été au-dessus, il a vraiment apporté ce plus aux Red Sox et il a permis aux Red Sox de faire quand même une belle série. Je crois qu'ils sont à 7 victoires et 3 défaites sur les derniers matchs. Sur les 10 derniers, oui, tout à fait, Ouais, exactement. donc c'est quand même très solide. Quoi, et c'est le joueur qui a porté son équipe. Donc qu'il soit élu joueur de la semaine aussi, comme Chris Taylor, c'est amplement mérité. Et ça récompense un peu le travail aussi de toute l'équipe des Red Sox sur ces dernières semaines. Tout à fait. Petite mention spéciale pour Harrison Bader, quand même, qui, avec les Cardinals, qui a fait aussi une très bonne semaine. Hein. Si on prend du 18 au 25 juillet, il est à 48,3% de moyenne au bâton. Il est à, il est à 1, au-dessus de 1 en OPS. Il a produit 8 points, il a frappé 2 home runs en 32 apparitions sur le marbre. Donc plutôt bon. Et puis après, on peut continuer parce qu'il y a Juan Soto aussi qui a fait qui a été très bon aussi avec 9 points produits. Si on reste chez les Dodgers, on a Will Smith aussi. Voilà, alors c'est vrai que c'est très très compliqué. Ah, c'est compliqué. Voilà, Pete Alonso a fait une très bonne semaine aussi en frappant 5 home runs. Juste Ouais, ça. Je crois que d'ailleurs sur cette semaine-là, il est le leader. Je regarde, oui, avec Chris Taylor, c'est les deux seuls à avoir frappé 5 home runs sur la semaine passée. Donc voilà, donc deux très bons joueurs. Le choix est plutôt logique de la part de la MLB. Pour les franchises, nous on a choisi, parce que là pour le coup c'est nous qui avons choisi, on a choisi deux équipes de l'American League. D'abord les Red Sox, parce que comme tu l'as dit, c'est 7 victoires et 3 défaites sur les 10 derniers matchs. C'est des comebacks assez incroyables, et notamment le dernier ouais, dimanche. dimanche soir, hein, face aux Yankees, mené 4-0, si Oui, je ne me 4-0. trompe pas, mené 4-0, en passe pour partir sur un no-hitter pour Domingo German. Au final, les Red Sox ont gagné 5-4 et ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Donc, ils sont en tête de l'American League East. Ils sont en tête de l'American League de manière générale. Et sur toute la MLB, ils sont deuxième avec un seul match de retard sur les Giants de San Francisco. On les attendait pas pareil fait cette saison, ça c'est une certitude. Je sais que dans certains podcasts, par exemple chez les copains d'à coup sûr, ils les avaient plutôt bien placés, je crois, en deuxième, si mes souvenirs sont bons. Donc bravo pour ça, parce qu'effectivement, Fallait ils le font voir. une très bonne saison. C'est 62 victoires pour 39 défaites, un différentiel de points de plus 69. Voilà, c'est très bon à domicile, c'est très bon à l'extérieur. Franchement, ils vont poser des problèmes. Ils vont poser des problèmes. Je pense qu'ils sont bien partis pour aller loin. Alors certes, après, pendant la post-season, il faudra passer sur Houston, il faudra passer sur les White Sox. Les Rays sont en embuscade aussi. Donc ça nous promet une belle fin de saison pour cette American League et pour Ouais. les Red Sox. Et puis, en fait, on a choisi les Royals. Ouais, ça peut, ça peut Mhm. peut-être faire sourire, mais Pour on des les a fous. choisis parce que eux aussi,
Ils sont à 6 victoires consécutives. La dernière, hier soir, ils ont battu les White Sox. Eux aussi, c'est 7 victoires et 3 défaites sur les 10 derniers matchs. Alors, après un début de saison, effectivement, canonissime, bah, ils sont un peu rentrés dans le rang. Mais là, ces derniers temps, bah, c'est super bon. C'est super bon du côté des Royals. Euh, Si on prend des petites stats, ils sont huitièmes de la MLB en moyenne au bâton. En termes de points inscrits, alors ils sont huitièmes, pardon, mince, mes stats sont pas bonnes. Ils sont huitièmes sur l'année, mais si je prends la semaine dernière, parce que c'est ce qui nous intéresse, en termes de points produits, alors en termes de, je reprends. Alors, ils sont 16e. Voilà, en termes de home run frappé, ils sont 12e. En termes de points produits, ils sont 16e aussi avec 31 points. C'est vrai que Détroit a fait une super semaine aussi en MLB. Ils sont bien revenus à tel point que j'ai vu passer un tweet. Il y a un parieur qui a mis $1000 sur Détroit, je crois, qui gagne sa division centrale. Enfin bon, truc assez, assez improbable. Assez improbable. Mais effectivement, les Royals sont sur une. On a choisi les Royals plutôt que les Tigers parce qu'ils sont sur une meilleure lancée, tout simplement, en ce moment. Et leur victoire, notamment d'hier soir, confirme bien cet excellent élan de la part de la franchise de Kansas City. Pour terminer, parce qu'on a encore un petit sujet, j'aimerais qu'on parle de Shohei Ohtani, Nico, qui affole les compteurs, qui fait quelque chose d'absolument ahurissant. Il est le premier de l'histoire, premier lanceur de l'histoire à totaliser au moins 100 retraits au bâton et plus de 9 home runs dans une seule saison. Et puis, pas qu'un peu. Donc, hier soir, il a enregistré son 100e retrait au bâton avec les Angels et il a frappé son 35e home run. Donc, 35, hein, je vous parlais de 9, plus de 9 home runs. Personne n'avait fait plus de 9. Voilà, lui, il explose le truc avec 35 home runs. Son manager, Joe Maddon, dit que il n'y a pas vraiment de débat sur le fait qu'il doit être MVP. Alors, je te pose la question, est-ce que Shohei Ohtani doit être élu MVP de la saison en MLB? À 1000%, oui. Je ne vois pas qui on peut mettre d'autres. Que ce soit en tant que lanceur ou en tant que frappeur, il est quand même deuxième dans l'alignement hier. Et pourtant, il lance. Donc, on sait qu'en général, le lanceur est neuvième. Donc, déjà, rien que ça, rien que cette stat-là, déjà, montre à quel point il est important pour son équipe et à quel point, voilà, c'est phénoménal ce qu'il fait. Hier, seulement le quatrième lanceur sur les 30 dernières années à mettre un coup sûr, enregistrer un point, enfin produire un point, voler une base et marquer un point dans la même manche. C'est seulement le quatrième lanceur à le faire. Donc voilà, il inscrit son nom dans l'histoire de la MLB, j'ai l'impression presque tous les jours, parce qu'en fait on se réveille tous les jours, à chaque fois on voit Otani et battu un Il a fait record. quelque chose. Voilà, c'est absolument incroyable et je crois qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique quand même sous nos yeux. Alors, il faut en profiter. Si quelqu'un arrive à me trouver un autre joueur de l'American East qui soit à son niveau, ne serait-ce qu'à son niveau, il faut qu'il me le dise de suite parce que moi, j'en vois pas un seul. Donc, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec son manager. Il doit être numéro un. Puis la stat que tu viens de sortir avec les strikeouts, c'est absolument phénoménal et le nombre de home runs parce que le numéro 2 sur la liste, c'est Wes Ferrell avec 9 home runs en 1931. Donc,
Et lui, il en est à 35. Donc, c'est Ouais. quand même impressionnant. Donc, C'est et la impressionnant. saison n'est pas finie. Et la Donc, saison n'est pas finie. On en est à 4 mois sur 6. C'est incroyable. Je crois il est sur des bases, il est sur des bases absolument incroyables, ne serait-ce qu'en termes de home run. Alors depuis le All-Star Game, il a un petit peu fléchi du côté attaque. Au bâton, c'est un peu moins flamboyant que ce qu'on a pu connaître, même si ça reste absolument exceptionnel. Par contre, effectivement, côté pitching, bah, c'est de mieux en mieux. Hier, son 99e lancé, je crois qu'il est flashé à quasiment à plus de 100 miles, à plus de 100 miles à l'heure. Enfin, c'est incroyable, effectivement. Il n'y a personne qui me vient comme ça à l'esprit. Alors, oui, on pourrait. Ils ne sont pas dans la même division, mais effectivement, on peut penser à Vlad Guerrero, on peut penser dans sa division. Si, attends, Vlad, pardon, je dis des bêtises. Oui, Vlad est dans la même division, donc ouais, Vladimir Guerrero Junior pourrait. dans la même conférence, pas la même division. Voilà, oui, pardon, la même conférence, pardon, la même conférence. De l'autre côté, on a Tatis aussi qui pourrait être dans la course. Mais c'est vrai que pour l'American League, j'ai du mal à voir quelqu'un qui se détache autant. Alors, est-ce que c'est parce que nous, les médias, on met l'emphase aussi sur lui parce que à chaque sortie, il fait quelque chose d'incroyable et qu'on appuie tellement qu'on finit par faire penser aux gens qu'effectivement, il doit être MVP. Je ne sais pas. En tout cas, je vois pas grand monde qui peut aujourd'hui s'asseoir à sa table et dire. Alors, d'un point de vue des lanceurs, c'est sûr qu'il n'y a personne. Bien sûr que pour le Cy Young, c'est une autre histoire. Dans toute la MLB et dans l'American League, mais un joueur aussi complet, et comme tu le dis, il était deuxième dans l'alignement. C'est Alors pour lui, bien entendu, il a dit que c'était pas tout à fait, il n'était pas encore au niveau où il aimerait, il n'est pas encore au niveau où il aimerait être, Ça fait peur. mais c'est que ça fait peur, c'est que tu as l'impression que si pour lui, il n'est pas encore arrivé à sa limite, mais elle est où en fait la limite? C'est quoi? C'est qu'il va nous claquer 75 home runs dans une saison. Enfin, il va baisser sa moyenne de points au bâton, enfin de points concédés. Euh, je vois pas comment il pourrait faire encore mieux que ce qu'il fait. La seule chose qui pour moi peut le desservir, c'est que les Angels ne sont pas, voilà, ils sont pas au niveau. Ils sont en positif, hein. D'ailleurs, l'American League West, c'est assez incroyable parce qu'on a quand même 4 équipes qui sont à plus de 50%. C'est la seule d'ailleurs, je crois, de toute la MLB. Donc, c'est compliqué ça va être compliqué pour les Angels parce que si on regarde, ouais, ils sont assez loin. Pour le moment, pour la wild card, c'est Tampa Bay et Oakland qui tiennent la corde et ils sont loin, quoi. Ils sont assez loin, 5 matchs de retard. Devant eux, il y aura encore C'est Seattle. Donc, voilà, Il y a encore, il y a Seattle, il y a les Yankees, il y a les il y a les Blue Yankees Jays, devant eux. Ouais. il y a Donc, les, il c'est y a la même les chose. Indians aussi qui sont devant eux. Alors ils sont à égalité en termes de bilan avec les Indians. Donc ça va être compliqué pour eux. Alors pour moi, c'est peut-être la seule chose qui pourrait freiner freiner Ohtani pour être élu MVP cette saison. Je sais pas, toi, est-ce que tu vois quelque chose qui peut l'arrêter, à part une blessure? Je vois pas trop. Ouais, peut-être une blessure. Et encore, même, là, je pense que voilà, on est sur la deuxième partie de saison. Il faudrait vraiment que, hormis peut-être Guerrero Junior,
Mais voilà, sinon, il n'y a personne d'autre, même s'il se blesse, qui pourrait faire ne serait-ce que la moitié de ce qu'il a fait sur une demi-saison. C'est absolument époustouflant. Et moi, ce qui me fait peur, c'est de me dire que les Angels, bon, certes, ils ont un bilan positif, ils joueront même pas les wildcards, il n'y a quasiment pas de doute là-dessus. Mais c'est de me dire que si Mike Trout revient, s'il a été blessé la saison prochaine, qu'il n'est pas ennuyé par les blessures, si Ohtani nous dit qu'il n'est pas à son meilleur niveau, qu'il peut encore progresser, j'ai hâte de voir les Angels la saison prochaine parce que du coup, je pense qu'il peut y avoir quand même du très lourd. Maintenant, voilà, cette saison, moi, je ne vois pas, même en cas de blessure, est-ce qu'on peut mettre un autre joueur que lui en tant que MVP? Alors, sûrement qu'il y en a qui vont me dire oui. Et penser à Guerrero Junior, ce ne serait pas immérité non plus parce qu'il fait une saison époustouflante aussi. C'est un joueur tellement agréable à regarder jouer aussi. Mais Ohtani, il a cette petite magie en plus qui fait que je pense que c'est le genre de joueur qui attire aussi du monde dans les stades. Un peu comme pourrait être Tatis Junior dans notre conférence. C'est des joueurs qui font rêver, qui dépoussièrent un petit peu aussi le jeu. La MLB qui a tendance à perdre un peu de spectateurs et tout. C'était un peu l'inquiétude du côté des dirigeants de la MLB. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a une génération en or qui arrive. Et lui, bon, c'est pas sa première année non plus. Hein, donc voilà, mais il a encore de belles années devant lui. C'est le digne successeur de Suzuki. Donc voilà, il y a ce côté où aussi chez les Japonais, c'est un sport tellement pratiqué là-bas que ça va. Voilà, il a déjà une communauté de fans qui est en train de se construire là-bas et qui va apporter une plus-value pour le baseball aussi, pour la MLB. Tout ça, donc voilà, il apporte à l'extérieur du terrain et sur le terrain, et on l'a vu, son attitude au All-Star Game où il était là vraiment pour prendre du plaisir, il n'a pas cherché à se montrer plus que ça, il a un comportement, je dirais, parfait, je ne trouve pas de défaut en fait, donc il y a tout ça qui fait qu'on peut se pencher sur les stats, parce que le baseball, ça reste un sport de stats, clairement, mais même sur les stats, je ne vois pas qui peut le battre. Et puis après, sur l'engouement qu'il y a autour de lui, la ferveur qu'il y a autour de lui, il n'y a pas d'autres joueurs à son niveau. Donc pour moi, cette année, ça doit être clairement lui. Maintenant, on verra, il peut y avoir une surprise, mais je suis comme toi. Voilà, même s'ils ont un bilan qui n'est pas extraordinaire, les Angels, je pense pas que ça va le desservir dans la course au titre de MVP parce que, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on se lève tous les matins et tous les matins on entend parler de lui parce qu'il a réalisé quelque chose d'incroyable. Donc voilà, moi je vois personne d'autre que lui. Maintenant, il devait plus y avoir des surprises, on ne sait pas, on verra. Mais moi pour l'instant, voilà, j'en fais mon favori et je vois pas qui d'autre peut le remplacer, hein, clairement. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà été 55 à répondre au moment où on enregistre. Et à 92,7%, vous nous dites que Shohei Ohtani doit être MVP de cette saison. Donc, n'hésitez pas à aller donner votre avis c'est sur Twitter. Dites-nous si, pour vous, Shohei Ohtani doit être élu MVP. Et si vous voyez quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Comme ça, Nicolas verra qu'il n'y a peut-être pas que Ohtani. Voilà, merci Nicolas. On arrive à la fin de notre émission du jour. Merci à vous de nous avoir écoutés pour ce podcast MLB. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Ça fait plaisir de reparler baseball avec vous. On se retrouve très vite. De toute façon, on fera un bilan de la trade deadline en début de semaine prochaine. Voilà, donc on va dire un petit peu ce qu'on en a pensé, qui sont un peu les gagnants et les perdants, et est-ce que les cartes sont rebattues en vue des World Series du mois d'octobre. Merci à tous, n'hésitez pas à nous suivre, on vous rappelle sur les différents réseaux sociaux, et à très vite pour un nouvel épisode du podcast MLB de The Free Agent. À très vite.